En une nuit, la rivière Sahel s'est arrêtée de couler, un événement qui secoue le Burkina Faso et l'Afrique entière. Cette décision radicale d'Ibrahim Traoré, président du pays, de couper cette ressource vitale détenue par des entreprises étrangères, défie les normes géopolitiques. Les critiques fusent, mais le peuple burkinabé voit en ce geste une libération historique. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour le pays et surtout pour le continent africain? Comment cette action va-t-elle redéfinir l'indépendance et la souveraineté en Afrique? Ibrahim Traoré a-t-il lancé un mouvement irréversible? La rivière Sahel ne sera plus jamais la même et le destin du Burkina Faso vient de prendre un tournant décisif. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui a redéfini l'histoire du Burkina Faso. Fermant la rivière Sahel, il a mis fin à des décennies de contrôle étranger sur une ressource vitale. Ce geste audacieux a immédiatement provoqué un choc international, divisant les opinions. D'un côté, le gouvernement burkinabé y voit un acte de souveraineté, de l'autre, les voix extérieures dénoncent un sabotage géopolitique. En considérant les enjeux, mais cette décision ne concerne pas uniquement l'eau, elle marque un tournant dans la quête de l'indépendance véritable pour l'Afrique. Le contrôle de ces ressources naturelles, après des siècles de domination coloniale, est désormais entre les mains des Burkinabés. L'objectif de Traoré est clair: briser les chaînes de la dépendance, non seulement pour son pays, mais aussi pour l'ensemble du continent. L'Afrique pourrait-elle, après ce geste, reprendre véritablement son destin en main? Ce n'est plus une simple question de ressources, mais de pouvoir, de liberté et de dignité retrouvée. Le geste d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une décision politique, mais une rupture avec un passé colonial lourd de conséquences. Depuis 1947, la rivière Sahel, un axe vital pour le pays, était sous le contrôle de sociétés étrangères, principalement européennes. Ce contrôle n'était pas un simple contrat de gestion. Il représentait une soumission totale du Burkina Faso à des intérêts extérieurs qui exploitait une ressource essentielle pour en tirer profit sans se soucier des besoins locaux. Le traité signé à l'époque, rédigé dans une langue étrangère et secret, avait permis à ces entreprises de contrôler l'eau et l'énergie du pays tout en accumulant des bénéfices. Mais tout a changé lorsque Traoré, devenu président, a découvert des aspects cachés de ces accords, notamment des pratiques secrètes datant des années 1920 où des paiements occultes avaient été effectués. Ce n'était pas seulement une question de gestion de l'eau, c'était une question de souveraineté. Traoré a alors décidé de rompre ce traité, un acte de défiance contre des siècles de domination coloniale. Dans ce contexte, la rivière Sahel, qui irrigue des millions de vies dans le pays, a été depuis trop longtemps utilisée comme une monnaie d'échange pour les puissances étrangères. En fermant cette source, Ibrahim Traoré a pris une décision risquée mais nécessaire pour que le Burkina Faso recouvre sa dignité et son indépendance. Cette action a eu un impact immédiat sur la région, mais aussi sur le monde entier. La communauté internationale a réagi rapidement. Le FMI a suspendu un prêt de 400 millions de dollars et des sanctions économiques ont été évoquées. Pourtant, malgré cette pression internationale, le peuple burkinabé a accueilli la décision avec un sentiment de soulagement et de fierté. Cette rupture n'était pas un simple geste politique, c'était un cri de ralliement pour l'Afrique tout entière. Ibrahim Traoré n'est pas apparu dans cette crise comme un dirigeant improvisé, mais comme une figure qui avait longuement étudié les failles du système hydraulique du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il s'était entouré d'ingénieurs, d'historiens et de juristes pour comprendre l'héritage colonial enfoui dans les contrats de gestion de l'eau. Ce travail discret, souvent ignoré du grand public, est devenu le socle de la décision choc du 10 octobre 2025. Très tôt, Traoré a identifié la rivière Sahel comme le cœur stratégique permettant au pays de reprendre le contrôle de ses ressources vitales.
Les premiers jours après la fermeture du fleuve ont révélé l'importance de cette vision. Dans plusieurs districts ruraux, des équipes locales se sont immédiatement mobilisées pour restaurer des canaux oubliés et remettre en marche de petites stations de pompage. Ces initiatives spontanées ont surpris même les plus sceptiques. Malgré la rupture brutale avec les entreprises étrangères, le pays n'était pas paralysé. Au contraire, une dynamique nouvelle émergeait. Un exemple marquant vient d'un village du centre-nord où une poignée de jeunes techniciens a remis en état un ancien système d'irrigation en moins de 4 jours. Leur action, relayée à travers le pays, a servi de modèle pour d'autres communautés. Cette réappropriation rapide a montré que la décision de Traoré, loin d'être uniquement politique, avait réveillé une conscience collective, celle de pouvoir reconstruire sans dépendre des systèmes externes. Ce qui semblait n'être qu'un acte de rupture devenait peu à peu une reconstruction. Et la question essentielle se posait déjà: jusqu'où ce mouvement pouvait-il aller si les Burkinabés continuaient à agir ensemble? Avant la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso vivait sous un système parfaitement huilé, mais contrôlé de l'extérieur. Après l'annonce radicale d'Ibrahim Traoré, tout s'est brusquement inversé. L'événement a déclenché une cascade d'actions, de tensions et de réponses rapides à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Dès les premières heures, les entreprises européennes ont exigé des explications, affirmant que la décision risquait de perturber les chaînes hydrauliques régionales. Leur inquiétude n'était pas abstraite. De vastes plantations et plusieurs infrastructures énergétiques dépendaient directement du débit de la rivière Sahel. Les ambassades ont convoqué des réunions d'urgence. Les capitales occidentales, surprises par la soudaineté du geste, ont publié des communiqués dénonçant une menace continentale. Pendant que les chancelleries tentaient de négocier, Traoré, lui, mobilisait ses équipes. Les ingénieurs burkinabés ont été envoyés sur les barrages. Les militaires ont sécurisé les stations. Les administrations locales ont reçu des directives strictes: maintenir l'approvisionnement vital en eau pour les populations avant toute autre considération. L'appareil d'État, souvent critiqué pour sa lenteur, a soudain fonctionné comme un système resserré, déterminé à éviter le chaos. Mais la pression extérieure s'est rapidement intensifiée. Le FMI a gelé un prêt essentiel destiné aux infrastructures hydrauliques. Plusieurs multinationales ont suspendu leurs activités. Les marchés africains ont brièvement vacillé, craignant un effet domino. À Bruxelles, un comité spécial a été créé pour évaluer les répercussions potentielles sur les flux énergétiques liés au Sahel. Washington, de son côté, a mis en garde contre un précédent dangereux susceptible d'encourager d'autres nations à renégocier leurs ressources. Pourtant, à Ouagadougou, une autre dynamique se mettait en place. Dans les rues, les manifestations de soutien se multipliaient. Les Burkinabés voyaient dans la fermeture de la rivière un acte de dignité, un refus de plier devant les puissances étrangères. Les radios communautaires diffusaient en continu les discours officiels, expliquant les enjeux et appelant à la mobilisation citoyenne. La tension a atteint un sommet lorsque plusieurs régions rurales ont signalé des risques de pénurie. Le gouvernement a alors déclenché un plan d'urgence: rationnement contrôlé, optimisation des pompages, rotation hydraulique. Les équipes techniques ont travaillé jour et nuit. Dans certains villages, des volontaires ont improvisé des systèmes mécaniques à partir de pièces recyclées, permettant de maintenir les cultures à flot. Au-delà des défis immédiats, un élément inattendu a émergé: la créativité nationale. Libérés des protocoles étrangers, les techniciens ont commencé à explorer de nouvelles méthodes d'irrigation. Les universités ont organisé des séances de travail ouvertes. Des collectifs d'ingénieurs se sont formés spontanément pour proposer des schémas alternatifs de gestion du bassin Sahel.
Mais cette effervescence interne n'a pas étouffé la pression extérieure. Plus les jours passaient, plus les discours occidentaux devenaient sévères. Certains parlaient d'irresponsabilité historique, d'autres de risques écologiques majeurs. Toutefois, ces accusations ne faisaient qu'amplifier le contraste entre deux visions, celle d'un continent qui réclame enfin le contrôle de ses ressources et celle d'un monde qui redoute de perdre une influence stratégique. La séquence d'événements montrait une chose: la décision de Traoré avait déclenché une transformation irréversible. Le Burkina Faso venait d'entrer dans une nouvelle ère, mais personne ne savait encore jusqu'où cette rupture allait mener. Avant la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso dépendait presque entièrement de systèmes étrangers pour la gestion de son eau. Après la rupture ordonnée par Ibrahim Traoré, cette dépendance a chuté brutalement et a mis en lumière des chiffres longtemps dissimulés. Le contraste est spectaculaire. Ce passage d'un modèle importé à un contrôle national révèle la profondeur du problème et l'ampleur de la transformation engagée. Le premier chiffre clé concerne l'exploitation directe de la rivière. Environ 6% de l'eau utilisée par les entreprises étrangères provenait du Sahel, un flux destiné en grande partie à l'irrigation de plantations et à l'alimentation d'unités énergétiques privées. Cette proportion montre à quel point la ressource nationale servait d'abord des intérêts extérieurs. Lorsque l'accès a été coupé, les débits enregistrés sur les stations locales ont immédiatement augmenté, signifiant que l'eau restait désormais dans les circuits internes. Le second chiffre est financier. Le Burkina Faso avait perdu près de 1,2 milliards de dollars en 30 ans à cause de contrats hydrauliques déséquilibrés, fondés sur des clauses coloniales encore actives. Cette somme illustre le poids financier imposé à un pays déjà sous tension économique. Les versements obligatoires, cumulés aux frais de maintenance externe, avaient absorbé une part disproportionnée du budget national. Le troisième chiffre concerne l'information. Plus de 80% des données climatiques et hydrométriques étaient contrôlées depuis Genève par une société privée détenant les logiciels et les droits d'accès. Cette centralisation empêchait le Burkina Faso, de surveiller son propre système hydraulique en temps réel. En rompant ces liens, les ingénieurs locaux ont dû réinventer une chaîne technique quasiment quinquère, mais les premières mesures montrent déjà une autonomie croissante. Ces trois chiffres, rendus publics après l'audit ordonné par Ibrahim Traoré, ont suscité une réaction immédiate dans les médias internationaux. Plusieurs observateurs ont reconnu l'ampleur du déséquilibre, mais ont souligné que la transition vers l'autonomie représenterait un défi majeur. Pourtant, un mois après la fermeture du fleuve, une statistique imprévue est apparue. Environ 300 millions de dollars ont été économisés en frais qui auraient normalement été versés à des opérateurs étrangers. Ce volume d'économie prouve qu'un système local peut rivaliser avec avec des structures imposées depuis l'extérieur. Au-delà des chiffres, les effets concrets sont visibles. Dans plusieurs zones rurales, les débits mesurés ont montré une récupération progressive. Les systèmes d'irrigation abandonnés ont été remis en marche et les techniciens ont constaté une stabilisation des niveaux d'eau dans des bassins auparavant exploités au maximum. Les tableaux de bord hydrauliques, désormais gérés par une équipe mixte d'ingénieurs et de météorologues burkinabés, affichent une tendance plus régulière et moins volatile qu'auparavant. L'absence de satellites étrangers dans la chaîne de surveillance a obligé les équipes locales à mettre au point des outils artisanaux, mais efficaces, basés sur des capteurs électromécaniques réadaptés. Dans ce paysage en transition, les chiffres ne sont pas seulement des indicateurs, ils deviennent des preuves tangibles d'un changement stratégique. Le pays, porté par l'élan politique initié par Ibrahim Traoré,
apprend à reconstruire un système hydraulique qu'il n'avait jamais totalement maîtrisé. Et chaque nouvel ensemble de données confirme que la rupture n'a pas créé un vide, mais un espace où un modèle autonome commence à prendre forme. La décision de fermer la rivière Sahel a engendré une réaction en chaîne, alimentant des débats qui se cristallisent autour de deux positions opposées mais puissantes. D'un côté, les défenseurs de la politique de Traoré insistent sur l'importance de cette rupture pour la souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique. Ils considèrent que cette action audacieuse marque un tournant historique, soulignant qu'il était impératif de mettre fin à l'exploitation étrangère des ressources naturelles du pays. Il rappelle que pendant des décennies, les pays africains ont été soumis à des accords inéquitables, souvent dictés par des puissances coloniales qui ont transféré les bénéfices des ressources locales vers des multinationales sans que les populations bénéficient d'une part équitable. La fermeture de la rivière Sahel n'est donc pas simplement une mesure économique, mais un acte politique fort de réappropriation des ressources vitales du pays. Ces partisans de Traoré mettent en avant le fait que, malgré les sanctions et la pression internationale, la population burkinabé reste majoritairement en soutien au président, qui incarne un nouveau modèle de leadership pour l'Afrique. Cependant, les opposants à cette décision ne manquent pas de souligner les dangers de cette rupture brutale. Leur principal argument repose sur l'impact économique immédiat et à long terme de la fermeture de la rivière Sahel. Sans un accès direct aux entreprises internationales et sans l'infrastructure nécessaire pour gérer cette ressource à grande échelle, le Burkina Faso risque de se retrouver dans une situation de crise. Les pénuries d'ODD pourraient affecter l'agriculture, principale source de revenus du pays, et entraîner des tensions sociales. De plus, l'isolement économique créé par les sanctions pourrait paralyser d'autres secteurs vitaux, comme la santé et l'éducation, qui dépendent également de la coopération internationale. Les analystes internationaux avertissent que ce genre d'autosuffisance, bien qu'idéaliste, pourrait entraîner une récession prolongée. Ils soulignent également que cette politique pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à adopter une position similaire, menaçant ainsi la stabilité économique et politique de la région. Ainsi, le débat s'intensifie autour des conséquences potentielles de la décision de Traoré. Alors que certains y voient une victoire pour la souveraineté et la dignité, d'autres craignent que ce geste, bien qu'héroïque sur le plan symbolique, ne soit qu'un pari risqué qui pourrait entraîner des souffrances économiques profondes et un isolement dangereux pour le Burkina Faso. Le véritable impact de la décision d'Ibrahim Traoré devient de plus en plus évident à mesure que la situation se développe. Là où certains s'attendaient à une crise nationale, une étonnante résilience s'est manifestée. La rupture avec les entreprises étrangères, au lieu d'affaiblir le pays, a activé une dynamique de coopération nationale et d'innovation locale. Un pays dépendant devient soudainement un modèle de résilience. Les communautés rurales, autrefois dépendantes des entreprises multinationales pour la gestion de l'eau, ont commencé à improviser et à rétablir leur système d'irrigation avec des matériaux locaux. Dans les villages, des groupes d'ingénieurs et de techniciens se sont formés spontanément pour développer des solutions alternatives. Ces innovations locales, parfois rudimentaires mais efficaces, ont permis de maintenir les niveaux d'eau cétaux nécessaires à l'agriculture. Cette initiative locale a permis d'éviter une crise alimentaire majeure et a montré que le pays pouvait effectivement gérer ses ressources de manière autonome. En parallèle, le gouvernement burkinabé a mis en place des mesures pour soutenir cette transition, notamment en formant des techniciens hydrauliques et en déployant des ressources pour moderniser l'infrastructure. Cette réponse immédiate et collective a renforcé l'idée que le Burkina Faso pouvait se passer de l'aide internationale à long terme. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré
se déploient désormais dans toutes les strates du pays, révélant un paysage profondément transformé. Les effets ne se limitent plus à la fermeture de la rivière Sahel. Ils redessinent l'organisation de l'État, l'économie, la vie quotidienne et même les équilibres régionaux. Pour le gouvernement, l'impact a été immédiat. Les institutions, d'abord déstabilisées, ont dû réécrire entièrement leurs plans hydrauliques. Les ministères ont créé des cellules d'urgence, restructuré les chaînes décisionnelles et déployé des techniciens sur tout le territoire. 3 mois après la fermeture, un premier résultat solide apparaît. L'autonomie en approvisionnement en eau a bondi de 42% grâce à la réactivation de réseaux oubliés et à la centralisation des données sous contrôle national. Ce renforcement administratif, impulsé par Ibrahim Traoré, transforme chaque service public en laboratoire de souveraineté. La dépendance technologique, autrefois totale, chute progressivement. Un mouvement lent mais déjà perceptible. Le secteur privé étranger, longtemps dominant, a été frappé de plein fouet. Privées d'accès au système hydraulique, plusieurs entreprises européennes et américaines ont suspendu leurs activités. Pourtant, ce vide n'a pas laissé le pays immobile. Les entrepreneurs burkinabés ont rapidement occupé l'espace laissé libre. En 6 semaines, un consortium d'ingénieurs locaux a restauré 60% du réseau d'irrigation sans assistance extérieure. Parallèlement, des startups ont commencé à développer des outils open source pour remplacer les logiciels étrangers de gestion de l'eau. Ce basculement marque une étape inattendue. L'innovation locale, longtemps marginalisée, devient une force motrice. Les effets humains ont été encore plus visibles. Dans les villages, la fermeture de la rivière a provoqué d'abord de la peur, puis une mobilisation collective sans précédent. Des centaines de jeunes se sont portés volontaires pour réparer des pompes, creuser des canaux et réactiver des bassins asséchés. La solidarité, plutôt que la panique, s'est imposée. Les femmes ont organisé des réseaux de distribution d'eau et les étudiants ont formé des brigades techniques improvisées et les agriculteurs ont réadapté leurs pratiques pour économiser chaque litre disponible. Cette appropriation locale a transformé une décision politique en mouvement social. Les communautés ne subissent plus l'histoire, elles la construisent. Au-delà des frontières, la décision d'Ibrahim Traoré continue de secouer la région. Au Mali et au Niger, des mouvements citoyens demandent la révision de vieux traités hydrauliques. Bruxelles et Washington, inquiets d'un effet domino sahélien, ont multiplié les avertissements. Pourtant, dans plusieurs capitales africaines, la rupture burkinabé devient un symbole. Une fierté régionale émerge, alimentée par l'idée qu'un État africain peut imposer ses règles face aux puissances étrangères. Le Burkina Faso n'est plus perçu comme un acteur périphérique, mais comme le centre d'un débat continental sur la souveraineté. Les conséquences sont donc multiples, profondes, parfois risquées, mais indéniablement structurantes. Le pays a changé de trajectoire et l'Afrique observe. Les 6 à 12 prochains mois représentent une période décisive pour le Burkina Faso. La décision d'Ibrahim Traoré a déclenché des dynamiques profondes et chacune d'elles pourrait évoluer selon 3 trajectoires distinctes. Rien n'est garanti car le pays se trouve à un carrefour où chaque décision politique, chaque réaction extérieure et chaque mobilisation interne peuvent infléchir le cours des événements. Dans cette version, le Burkina Faso parvient à maintenir l'autonomie hydraulique acquise depuis la fermeture de la rivière Sahel, tout en limitant les dégâts économiques. Les réseaux d'irrigation restaurés continuent de fonctionner, les techniciens locaux renforcent les systèmes de contrôle et les communautés s'adaptent progressivement aux nouveaux mécanismes de gestion. Cependant, les sanctions internationales persistent. Aides suspendues, flux commerciaux réduits, pression diplomatique constante. La croissance économique, freinée par cet isolement, reste autour de 2,21%, créant
un équilibre précaire où le pays avance, mais sous tension permanente. Si les alliances régionales se solidifient, le geste d'Ibrahim Traoré pourrait devenir un précédent fondateur. Le Mali et le Niger, déjà inspirés par cette rupture, pourraient formaliser un conseil du bassin du Sahel, coordonnant la gestion des ressources et mutualisant les savoir-faire techniques. Dans cette configuration, l'Afrique de l'Ouest invente un modèle de souveraineté hydraulique inédit. Les innovations locales, déjà perceptibles dans les startups burkinabés, s'étendent à l'échelle régionale, stimulant une croissance potentielle de 4 à 5. Ce scénario transformerait une crise nationale en catalyseur continental, où le Burkina Faso deviendrait un pôle symbolique et opérationnel de l'autonomie énergétique africaine. Si les sanctions se renforcent et si les investisseurs étrangers se retirent davantage, plusieurs secteurs peuvent s'effondrer simultanément. L'agriculture risque une baisse de 15% dès la première saison. Les importations vitales deviennent plus coûteuses. Et la pression extérieure pousse certains voisins à prendre leur distance. Le contrat fluvial porté par Traoré perd alors sa portée régionale et devient un symbole isolé. Dans cette configuration, la cohésion nationale serait mise à rude épreuve et la résilience institutionnelle du pays deviendrait un facteur décisif pour éviter une crise prolongée. Huyen, Ni, Tudui. Dans chacun de ces chemins, une constante demeure. La souveraineté ne dépend pas seulement d'un acte fondateur, mais de la capacité collective à soutenir cet acte dans la durée. Le Burkina Faso devra naviguer entre responsabilités internes et pressions externes, en gardant le cap fixé par Ibrahim Traoré, sans perdre de vue la réalité matérielle du terrain. Les effets de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limitent plus aux institutions ou aux alliances régionales. Ils touchent directement la vie quotidienne des Burkinabés, modifiant la manière dont chacun perçoit son rôle dans cette transition historique. Trois groupes en particulier ressentent cette transformation de façon profonde et parfois inattendue. Pour la jeunesse, cette rupture représente un appel à l'action. Les étudiants des écoles techniques et des universités se retrouvent en première ligne, participant aux réparations, modernisant les réseaux d'irrigation, inventant des outils adaptés aux réalités locales. Ce mouvement renforce leur sentiment d'utilité sociale. Beaucoup y voient une occasion de participer à la construction d'un système qui, jusqu'ici, avait toujours été contrôlé de l'extérieur. L'idée que leur pays puisse compter sur leurs compétences crée un nouvel horizon mental. Dans les villages, les familles vivent le changement de manière plus immédiate. La gestion de l'eau devient un effort collectif, réorganisant les routines du quotidien. Les maires coordonnent les points de distribution, les agriculteurs adaptent leurs méthodes et les jeunes apprentis apprennent à entretenir les pompes. Ce partage des responsabilités renforce la cohésion communautaire. Même si les contraintes sont réelles, la solidarité devient un amortisseur puissant. Pour les techniciens, ingénieurs et agents locaux, la décision marque un tournant professionnel. Ils sont désormais sollicités, écoutés, intégrés dans des processus décisionnels qui autrefois échappaient complètement aux acteurs nationaux. Ce regain de reconnaissance valorise leur savoir-faire et restructure leur rapport au travail. À travers ces expériences, un message se dessine. La souveraineté n'est pas une abstraction politique, mais une pratique quotidienne, portée par des gestes simples et par une volonté collective. Pour transformer l'acte fondateur initié par Ibrahim Traoré en un modèle durable, une stratégie structurée est déjà en cours. Elle s'appuie sur des étapes précises, chacune définie par un responsable, un calendrier et un indicateur mesurable. L'objectif n'est plus seulement de contrôler la rivière Sahel, mais d'ancrer la souveraineté hydraulique dans des institutions stables et des pratiques locales reproductibles.
Les ingénieurs burkinabés recensent chaque barrage, canal et station de pompage. Cette opération, menée depuis Ouagadougou, vise à constituer une base de données nationale gérée uniquement par l'État. Les progrès sont évalués chaque semaine grâce à un suivi des volumes restaurés et des zones réactivées. Un programme national lancé en 2026 prépare 300 techniciens spécialisés. Les universités locales assurent la formation théorique, tandis que les communes fournissent les terrains d'application. La réussite se mesure par la capacité des équipes à maintenir les stations sans assistance extérieure. Sous décret présidentiel, cette entité réunit l'État, les collectivités et les communautés riveraines. Elle publie chaque mois des rapports publics sur les niveaux d'eau, la distribution et l'autonomie atteintes. Sa performance se juge sur la régularité des débits et la transparence des opérations. Le Burkina Faso travaille avec le Mali et le Niger à un cadre d'échange technique. Cette coordination, prévue avant fin 2026, devra harmoniser les données hydrologiques et mutualiser les compétences. Le succès se mesure par la création d'un conseil régional opérationnel. Une plateforme publique permet à chaque citoyen d'observer l'avancement des projets et les dépenses engagées. La légitimité du processus dépend de cette transparence indispensable pour solidifier la confiance nationale. À travers ces étapes, la vision portée par Ibrahim Traoré se transforme peu à peu en architecture durable, où chaque acteur contribue à rendre le pays maître de son néo. Le fleuve Sahel, autrefois symbole de dépendance et de domination, est devenu un témoin silencieux d'une transformation nationale. Ibrahim Traoré, en fermant la rivière, n'a pas seulement redéfini l'approvisionnement en eau du pays, il a ravivé un principe fondamental, celui de la souveraineté et surtout celui de la responsabilité partagée. Les Burkinabés, qui étaient autrefois spectateurs de cette ressource contrôlée par des puissances extérieures, sont désormais les acteurs principaux de leur propre avenir. Chaque goutte d'eau qui coule à nouveau dans le bassin est un rappel tangible de ce combat pour la dignité. Dans les rues de Ouagadougou, les enfants, qui jouaient autrefois à l'ombre des entreprises étrangères, voient aujourd'hui le fleuve comme une source d'espoir, un héritage à préserver. Ce retour à la rivière, cette réappropriation de ce qui appartenait au peuple, est plus qu'une victoire politique. C'est une révolution quotidienne. Ibrahim Traoré a prouvé que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité que l'on peut toucher, une responsabilité que l'on porte chaque jour. Le fleuve Sahel, aujourd'hui, reflète plus qu'un simple cours d'eau. Il est devenu un symbole de ce que le Burkina Faso a retrouvé, sa souveraineté. Ibrahim Traoré, en fermant cette rivière, n'a pas seulement agi pour son pays, mais a lancé un message fort à l'ensemble du continent africain. Il est possible de reprendre le contrôle de son destin, d'agir au-delà des contraintes imposées par des siècles de domination. Cette histoire est celle d'une nation qui, ensemble, a décidé de ne plus attendre des solutions extérieures. Mais elle n'est pas finie. Le chemin est encore long. Et chaque Burkinabé, chaque citoyen africain a son rôle à jouer dans cette révolution silencieuse. Et vous, où vous situez-vous dans cette histoire? Que pouvez-vous faire pour contribuer à cette réappropriation de nos ressources? Nous vous invitons à partager vos réflexions, à discuter avec nous et à vous engager, car c'est ensemble que l'on écrira la suite de cette grande aventure. Rejoignez le mouvement et agissons ensemble pour un avenir souverain.